Les États-Unis viennent de franchir le seuil des 60 000 effectifs militaires déployés dans les environs immédiats de l'Iran. On ne parle pas d'une force symbolique, d'un geste politique, d'une démonstration de façade. On parle d'une flotte de combat réelle, opérationnelle, positionnée stratégiquement autour du golfe Persique. Parmi ces forces, le porte-avions USS George H.W. Bush, en route avec plus de 6 000 soldats à bord. La 11e unité expéditionnaire des Marines, soit plus de 400 hommes, qui commence à toucher terre à la fin du mois d'avril. Des destroyers, des croiseurs, des sous-marins, des bâtiments de guerre dispersés au point névralgique du détroit d'Ormuz. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à laisser un commentaire afin d'exprimer votre opinion à la fin de ce décryptage. Revenons donc à notre sujet du jour. En effet, ce déploiement a débuté discrètement. Aucune conférence de presse fracassante, aucune annonce officielle en grande pompe, juste des mouvements, des ordres, des bateaux qui avancent, et pendant ce temps-là, l'accord de cessez-le-feu censé geler les hostilités entre Washington et Téhéran expire le 22 avril. Les négociations du week-end dernier à Islamabad ont duré 21 heures. 21 heures de discussions qui n'ont abouti à rien. Ni J.D. Vance, ni Jared Kushner, ni Steve Witkoff, 3 émissaires de première ligne de l'administration Trump, n'ont réussi à obtenir le moindre accord substantiel. L'Iran a bloqué net la proposition centrale de Washington, l'abandon total du programme nucléaire iranien. La réponse de Téhéran, au mieux, un délai de 5 ans. Pas un abandon, un délai. Le prétendu cessez-le-feu n'était pas une vraie trêve. C'était une fenêtre de négociation, un délai temporaire, un couloir diplomatique. Et pendant ce couloir, les États-Unis ont utilisé le temps, non pas pour négocier de bonne foi, mais pour accumuler des forces à un rythme qui n'avait pas été vu dans la région depuis des années. En d'autres termes, pendant que l'Iran discutait à la table, l'Amérique déplaçait ses pièces sur l'échiquier, et maintenant ce blocus naval. Depuis à peine 72 heures, la marine américaine a commencé à intercepter des navires marchands à destination de l'Iran. Des embarcations déviées, renvoyées en eaux iraniennes. La règle est simple et brutale. Aucun bateau n'entre ou ne sort sans autorisation américaine, sauf les bateaux chinois. Et ce détail-là, il est absolument capital pour comprendre ce qui va suivre. Pourquoi exclure les navires chinois ? Parce que Washington sait très bien que toucher aux intérêts pétroliers directs de Pékin, c'est ouvrir un front qu'il ne peut pas se permettre. La Chine achète entre 80 et 90% du pétrole iranien, presque 2 millions de barils par jour. Si ce robinet est coupé, la Chine n'a pas d'alternative immédiate. Et la Chine ne laissera jamais cette situation se produire sans réagir. C'est là que la stratégie américaine se retourne contre elle-même. Essayons de décrypter méthodiquement point par point. Premier point, le détroit d'Ormuz. Par ce détroit, large à son point le plus étroit d'environ 33 km, transite une 5e partie de tout le pétrole mondial transporté par voie maritime. Pas une petite portion, un 5e. Quand ce détroit tousse, les marchés mondiaux attrapent une pneumonie. L'Iran a déjà bloqué le détroit pour les navires occidentaux et alliés des États-Unis. Washington a répondu en miroir « Vous bloquez les nôtres, on bloque les vôtres ». Logique de confrontation pure. Sauf que l'Iran a immédiatement monté les enchères. Son haut commandement militaire a déclaré, textuellement, que si ce blocus persiste, Téhéran ne se contentera pas du détroit d'Ormuz. L'Iran étendra son action à la mer Rouge, au golfe d'Oman, à la mer d'Arabie. Ce que ça signifie concrètement, les 2 routes maritimes stratégiques majeures qui relient l'Asie à l'Europe seraient simultanément menacées. Des pétroliers déjà ancrés ne savent plus quoi faire. D'autres font demi-tour. Le commerce maritime mondial commence à respirer de manière saccadée. Deuxième point, l'effet domino économique. Le Fonds monétaire international a publié un avertissement il y a 2 jours à peine. Une escalade supplémentaire de ce conflit pourrait faire grimper l'inflation mondiale au-dessus de 6% et réduire la croissance mondiale à 2%.
2%. C'est le seuil en dessous duquel on commence à parler de récession quasi généralisée dans les pays émergents. Et cette escalade n'est plus hypothétique, elle est en cours. Quand 60 000 soldats supplémentaires sont envoyés dans une région, ce n'est pas pour surveiller le paysage. Les prix du pétrole qui s'envolent, ça se traduit pour vous, ici, maintenant, par des prix à la pompe en hausse, des denrées alimentaires plus chères, des médicaments plus chers, tout ce qui se transporte par camion ou par bateau, et c'est presque tout, devient plus onéreux. Ce conflit qui semble lointain, vous allez le payer dans votre supermarché. Pas dans 6 mois. Dans les semaines qui viennent. Troisième point, le facteur chinois, l'élément que tout le monde sous-estime. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole iranien. Entre 80 et 90%, on l'a dit. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Pékin a déjà répondu. Des rapports convergents indiquent que la Chine a envoyé des missiles de croisière à l'Iran. Pas promis, pas envisagé, envoyé, et les livraisons continuent. Trump demande à Xi Jinping de stopper ses transferts d'armement. Xi Jinping n'a aucune raison de le faire. L'Iran est pour la Chine une artère énergétique vitale. Couper cette artère, c'est accepter une dépendance totale au marché pétrolier que Washington contrôle ou influence. Pékin ne signera jamais ce chèque. Ce que ça signifie, si les États-Unis forcent réellement le blocus total, la Chine n'interviendra pas pour aider l'Iran par idéologie ou par solidarité. Elle interviendra pour protéger ses propres intérêts énergétiques. Et quand la Chine entre dans un conflit pour ses intérêts vitaux, on n'est plus dans un affrontement régional. On est dans quelque chose d'une toute autre nature. Maintenant, arrêtez-vous une seconde sur ceci. Depuis 1995, soit plus de 30 ans, Benjamin Netanyahou répète la même chose, textuellement, inlassablement, avec des cartes, des graphiques, des présentations à l'ONU. En 1995, l'Iran fabriquera une bombe nucléaire dans 3 à 5 ans. En 2006, l'Iran est en mesure de produire 26 bombes atomiques par an. En 2012, l'Iran est à 6 mois d'une bombe nucléaire. Il faut agir maintenant. En 2015, l'Iran est à quelques semaines d'un arsenal nucléaire. En 2018, l'Iran va avoir une bombe très prochainement. En 2025, l'Iran peut produire une arme nucléaire en quelques mois, peut-être un an. 30 ans. Le même discours, la même urgence, la même bombe qui n'arrive jamais. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une erreur d'analyse répétée. C'est une stratégie. Maintenir une pression permanente, une menace permanente, une justification permanente d'une intervention militaire qui, à chaque fois qu'elle semble sur le point d'être évitée, ressurgit avec une nouvelle date butoir. Et aujourd'hui, cette stratégie se rejoue, avec les mêmes acteurs, les mêmes discours, les mêmes arguments. Mais cette fois, 60 000 soldats dans le golfe Persique et un cessez-le-feu qui expire dans quelques jours. Voici les 4 trajectoires les plus probables dans les jours et semaines qui viennent. Scénario 1, la prolongation. Trump décrète 10 jours supplémentaires de négociations, puis 10 de plus, dans l'espoir de contenir les marchés et d'éviter une escalade ouverte avant que les conditions diplomatiques lui soient plus favorables. L'Iran continue d'accumuler des défenses, la Chine continue d'approvisionner. Le problème s'amplifie sans exploser. Scénario 2, l'escalade maîtrisée. Le cessez-le-feu expire le 22 avril sans accord. Les États-Unis intensifient le blocus naval. L'Iran répond en fermant partiellement le détroit d'Ormuz pendant 48 à 72 heures. Le prix du baril s'envole de 30 à 40%. Les marchés mondiaux plongent. Une négociation d'urgence est convoquée sous pression internationale. Accord partiel, fragile, temporaire. Scénario 3, la confrontation directe. L'Iran tente de forcer le blocus avec des escortes militaires sur ses navires pétroliers. Une confrontation en mer entre forces américaines et iraniennes. Incident maritime qui déclenche une riposte. Israël frappe simultanément des installations iraniennes. La région s'embrase en quelques heures. Scénario 4, l'implosion diplomatique à 3. La Chine entre officiellement dans le jeu
exige la levée immédiate du blocus sous peine de représailles commerciales massives contre les États-Unis, dans un contexte où la guerre commerciale sino-américaine est déjà en cours. Trump se retrouve face à deux fronts simultanés, militaire au Moyen-Orient, économique avec Pékin. L'équation devient ingérable. Lequel de ces scénarios se réalisera? Honnêtement, personne ne le sait avec certitude. Mais voici ce que les données suggèrent. Depuis le début de cette crise, chaque dérapage a été plus grave que le précédent et il n'y a aucune raison que la tendance s'inverse. Il y a un élément que l'on ne peut pas ignorer si l'on veut comprendre la dynamique complète de ce conflit. Israël vient de bombarder un hôpital public au Liban, à Tébénine, dans le sud, avec des patients et des médecins à l'intérieur. Un bâtiment fonctionnel, il ne reste rien. L'ONU a formellement condamné l'attaque, précisant qu'il ne s'agit pas d'un accident collatéral mais d'un objectif délibéré. Et il y a quelque chose de remarquable dans le timing de ces actions israéliennes. Chaque fois qu'une négociation sérieuse entre Washington et Téhéran commence à montrer des signes de progrès, quelque chose se produit. Une frappe, un incident, une escalade qui remet tout à zéro. C'est un schéma documenté sur 2 décennies. Israël n'a aucun intérêt à voir cette guerre se terminer par un accord diplomatique. Si les États-Unis obtiennent un accord et se retirent, Israël se retrouve seul face à l'Iran. Et cette perspective est inacceptable pour Tel Aviv. Alors Israël sabote. Pas toujours ouvertement, pas toujours de manière directement traçable, mais le schéma est là. Et il se répète en ce moment précis. Voici la leçon fondamentale que cet épisode nous enseigne, au-delà du conflit lui-même. Nous vivons dans un monde où les grandes puissances jouent leur partition géopolitique sur un plateau dont nous, citoyens ordinaires, nous ne voyons que la surface. Mais les conséquences, elles, ne restent pas sur ce plateau. Elles descendent dans nos vies, dans nos économies, dans nos quotidiens. Le détroit d'Ormuz n'est pas un problème du Moyen-Orient. C'est un problème mondial. La montée des prix du pétrole n'est pas une abstraction financière. C'est la facture de carburant que vous payez à la fin du mois. L'instabilité économique générée par ces crises n'est pas un chiffre dans un rapport du FMI. C'est le pouvoir d'achat que vous perdez, silencieusement, progressivement, pendant que les diplomates jouent aux échecs avec des territoires et des millions de vies. Ce qui se passe en ce moment dans le Golfe Persique vous concerne directement. Qu'importe où vous regardez cette vidéo, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Suisse, la facture arrive pour tout le monde. Et tant que les mêmes acteurs joueront les mêmes rôles avec les mêmes arguments depuis 30 ans, cette facture ne fera qu'augmenter. La question que je vous pose en commentaire, selon vous, est-ce que Trump veut réellement éviter cette guerre ou est-ce que le déploiement de 60 000 soldats est la preuve que la décision est déjà prise? Donnez-moi votre analyse.